Bonsoir et bienvenue, j'espère que vous passez une bonne soirée. Je reçois ce soir en direct Ferhat Mini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chanteur, vous avez fondé le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, le MAK, en 2001. Et vous présidez aujourd'hui la NAVAD, le gouvernement provisoire kabyle, qui est installé depuis le 1er juin dernier en région parisienne. C'est à Saint-Ouen, avenue Michelet, où vous êtes entouré de plusieurs ministres. Il y en a 4 aujourd'hui. Oui, la première expérience a fait que une tentative devait être faite pour vaincre le signe indien qui faisait que les Kabyles, les élites kabyles tournaient en rond tout le temps. Il fallait passer à l'action pour donner une visibilité au peuple kabyle et lui donner une représentation, même volontaire, dans la mesure où pour le moment les conditions historiques ne lui permettent pas d'exister à titre officiel. Voilà, donc aujourd'hui vous avez pignon sur rue, comme on dit. Vous avez un gouvernement resserré depuis quelques jours. Pourquoi ce resserrement de ministres? Pour tout simplement des causes d'efficacité. C'est-à-dire que 4 ministres, c'est plus efficace que 9? Tout à fait. Dans la mesure où nous n'avons pas aujourd'hui d'action en termes économiques, en termes d'environnement, en termes d'éducation nationale. Nous avons décidé de recentrer ça sur les opérations les plus urgentes, qui sont celles qui sont utiles à la visibilité de la Kabylie sur le plan international. Donc les relations internationales, les institutions comme l'institution d'une carte d'identité, comme une agence de presse. Jusqu'ici, l'information sur la Kabylie était censurée partout à travers le monde. Nous avons créé une agence de presse pour donner de la visibilité et ça fonctionne très bien. Je tiens à féliciter aussi bien les artisans de la carte d'identité que ceux de cette agence de presse. Alors par exemple la carte d'identité kabyle qui est décernée depuis le 27 novembre dernier, combien est-ce que vous en avez décerné depuis le 27 novembre? Je ne suis pas le chiffre, mais il y en a énormément et les demandes que nous recevons sont encore beaucoup plus nombreuses. Quand vous dites énormément, ça fait un millier, plus que ça? Dans ces eaux-là, globalement. Oui. C'est une carte d'identité culturelle. Qu'est-ce que vous lui donnez comme valeur? C'est une carte identitaire, c'est une carte symbolique, oui, qui fait que celui qui l'a dans sa poche se reconnaît en tant que kabyle et en même temps reconnaît l'autorité qui la délivre, le gouvernement kabyle. Bon, est-ce qu'il faut être kabyle pour demander cette carte d'identité kabyle? Pas forcément. Mais en général, il n'y a que les Kabyles qui les demandent, bien que nous ayons reçu et délivré même 2 cartes d'identité à des non-Kabyles. Je ne vais pas vous faire le coup, mais est-ce que vous l'avez sur vous, votre carte d'identité kabyle? Je ne sais pas. C'est pas un contrôle de papier, hein, c'est pas l'aéroport de Ouarib ou Médienne. Mais si vous l'avez, vous pouvez la montrer. J'ai changé d'habit en venant à cette émission, ce qui fait que je n'ai pas. En cas de contrôle de papier, vous êtes. Bon, vous avez la carte numéro 1? Oui. Bon, avec quelques jours de retard, je vous souhaite un bon anniversaire. Qu'est-ce que vous avez fait pour votre anniversaire? Vous avez changé de décennie il y a quelques jours. Écoutez, tout simplement, il y a 30 ans, je pensais que j'avais le plus bel âge. Aujourd'hui, à 60 ans, je dis j'ai 60 ans, je suis content, mais passons. Alors, nous allons balayer l'actualité avec vous, mais pour une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par l'actualité cinématographique aujourd'hui avec un film sur les écrans qui s'appelle L'Assaut, un film qui raconte la prise de l'Airbus d'Air France en 1994. Est-ce que vous avez vu le film? Non, je ne l'ai pas vu, j'en ai entendu parler, j'ai même été sollicité pour témoigner par rapport à ce film et aux événements que j'ai vécus de manière très intense pendant 54 heures. Voilà, vous étiez dans l'avion, vous. Qu'est-ce que vous avez fait de ces 54 heures? Est-ce qu'il vous arrive d'y penser souvent? Non, je ne retiens pas les choses traumatisantes. Pour moi, j'efface de ma mémoire tout ce qui est un peu handicapant ou qui empêche de vivre. Et en fait, c'est en 2001, quand il y a eu les Twin Towers, quand il y a eu les avions qui ont détruit les 2 grands bâtiments de New York,
Ce jour-là, je me suis vu dans l'avion continuer le voyage de Marseille jusqu'à la Tour Eiffel pour nous cracher dessus. Et à ce moment-là, j'ai réalisé toute la douleur de ceux qui ont été carbonisés à l'intérieur, dans les bâtiments, et de ceux qui étaient dans l'avion particulièrement. Et longtemps, je me suis dit que si un jour, j'écris un livre là-dessus également, ce que vous aviez prévu de faire d'ailleurs. Oui, c'est de dire que dans les prospectus, quand on rentre dans un avion, on montre souvent que les masques vont tomber en cas de manque d'air ou d'accident, ou qu'il y a des brassières en cas de chute dans la mer, ce qui est complètement dérisoire au vu de la catastrophe imminente. Mais on n'a jamais appris aux passagers comment ouvrir une porte quand on est pris en otage dans un avion. Et j'ai passé 54 heures à lorgner du côté de la porte comment ça s'ouvrait. Et je ne savais, à ce jour, je ne sais toujours pas. Toujours pas. Ça a l'air compliqué d'ailleurs, aujourd'hui. Voilà. Vous étiez placé où dans l'avion, vous? À la place E18. C'est-à-dire que vous étiez devant? 18E. Vous étiez devant? Non, il y a eu deux changements, mais ça, ce n'est pas tellement important. J'étais en classe affaires, en cabine première classe, et puis une fois que les terroristes avaient pris possession de l'avion, ils nous ont évacués pour un meilleur contrôle de l'ensemble de la cabine dans la classe économique. Donc je me suis retrouvé à côté d'un illustre personnage, un ancien ministre qui était à côté de moi et qui par la suite a été reconnu, ou du moins a été identifié par les terroristes, mais ils ne lui ont pas fait de mal. C'était, si je me souviens bien, le colonel Aouchiche. Bon. Dans le film, ils font très peu de. Il y a très peu de l'ambiance, ce qui se passe à l'intérieur de la carlingue, en tout cas avec les passagers. À un moment donné, on voit que les terroristes collectent les passeports pour vérifier les identités. Vous, on avait collecté votre passeport dès le départ? Dès le départ, on n'a pas collecté, on a vérifié les passeports. Et celui qui a vérifié le mien, comme par hasard, c'est celui qui venait d'abattre le policier. Et pour montrer il y avait un policier algérien qui a été tout de suite repéré. Qui a été tout de suite abattu. Et c'est celui qui l'a abattu qui est venu contrôler mon passeport. Et il y avait un verre de champagne devant moi et il n'a absolument rien remarqué. Il faisait même, il se croyait même dans l'obligation de sourire pour montrer qu'il n'était pas affecté par son geste. Ce qui fait qu'il n'a même pas regardé qui j'étais, ni quoi que ce soit. C'est plus tard, c'est 24 heures plus tard, que j'ai été reconnu, disons. Il y avait des tas de regards, des tas de doigts qui étaient pointés sur moi. À un moment donné, donc l'un des terroristes était venu me voir et il m'a demandé mon passeport. Et à l'époque, j'avais mis sur mon passeport en tant que profession responsable politique. Et tout de suite, il a sauté sur l'occasion en disant « Quoi, à la wilaya ?» J'ai dit non, dans un parti. Quel parti? Il fallait choisir celui au nom duquel il n'allait pas m'abattre. Mais par la suite, j'ai assumé. Qu'est-ce que vous avez donné comme parti alors? Importe peu. J'avais donné j'avais donné FFS. Et à l'époque, il m'avait dit, nous avions quelques accords avec vous que vous n'avez pas appliqués. J'avais dit que ça ne dépendait pas de moi. Voilà. Mais une fois qu'ils avaient décidé de m'abattre, je me suis assumé en tant qu'RCD. On ne meurt qu'une seule fois. Vous avez fait une simulation de crise cardiaque, c'est vrai? Oui, c'était à 1 heure avant l'intervention du GIGN à Marseille. Ils m'ont demandé de me préparer à mourir. Et j'ai simulé un malaise cardiaque. Et j'ai demandé qu'une femme que je salue, que je remercie aujourd'hui, qui m'a sauvé la vie, et elle est arrivée, c'est une aide-soignante de Bourj-Bararij, une cabine de Bourj-Bararij, et qui m'a dit, vous êtes un quelqu'un, vous? J'ai dit, qui vous l'a dit? Il m'a dit, Moudjahidine, ils ne les appelaient pas terroristes. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils vous ont dit d'autre? Elle s'était tue.
J'ai dit, vous savez, ils veulent m'abattre, ils viennent de me préparer. Faites en sorte de perdre un peu de temps pour gagner quelques minutes et dites-leur que je suis condamné à mourir par cette crise et que ce n'est pas la peine de m'abattre. Elle a joué le jeu et elle a dit aux terroristes que j'étais sur le point de mourir. Ils lui ont dit, il leur a dit, dans 1 heure, il va mourir. Ils lui ont dit, on lui donne 2 heures, s'il ne meurt pas, c'est toi qu'on abat. Et au bout d'1 heure, le GIGN était intervenu. Et ça m'avait sauvé. Vous êtes resté en contact avec des gens qui étaient dans l'avion avec vous ce jour-là, ou alors vous n'avez revu aucun d'entre eux? Rarement. Aucun. Rarement. Ouais. Aujourd'hui, vous trouvez que c'est une bonne idée qu'on fasse un film sur cet événement? Je trouve que c'est une bonne idée, même si, personnellement, je ne sais pas si l'on restitue la vérité. Il faut toujours garder un certain nombre de secrets pour que les terroristes n'exploitent pas les failles des vérités qui sont révélées à d'autres occasions plus tard. Vous étiez hier à une manifestation de soutien au peuple libyen, au Trocadéro. La Tunisie, l'Égypte, le Bahreïn, le Yémen, la Libye se soulèvent. Qu'est-ce que ces peuples nous disent, ces peuples qui se soulèvent selon vous? En tous les cas, c'est l'histoire qui le dit. L'histoire met un terme à l'état hérité de la colonisation et ça a fait l'objet de mon dernier livre, Le siècle identitaire. C'est uniquement le passage d'une époque à une autre. Pendant qu'il y avait la guerre froide, l'URSS et l'Occident, la guerre entre les deux, faisait que chacun nourrissait ses dictateurs et ses dictatures pour être des alliés dans l'arène politique au sein de l'ONU. Depuis la chute du mur de Berlin, on est passé à une autre phase et toutes les identités, tous les peuples qui étaient muselés jusque-là par des dictatures commencent à aspirer à un peu plus de liberté et d'existence. Et il y a ceux même qui étaient majoritaires et qui étaient minorisés dans leur pays par un pouvoir qui est dictatorial, qui ont pu enfin accéder au droit d'exister et de souffler un peu. Donc ce qui est arrivé en Tunisie, en Égypte, n'est que la fin d'une époque et le début d'une autre qui commence et qui ne va pas s'arrêter à ces 3 pays ou 4 pays. Vous voyez qu'il y en a beaucoup, pas seulement dans la rive sud de la Méditerranée, mais aussi en Afrique, en Afghanistan, la guerre qui s'éternise, ou en Irak. C'est tout cela, de Rudika. Et l'affaire du Cachemire, du Pakistan, et dans tout cela, le peuple kabyle s'est réveillé lui aussi, et il ouvre droit à une reconnaissance internationale au même titre que tous les autres peuples. Aujourd'hui, en Libye, il y a un dictateur qui tombe, nous ne pouvons que nous en féliciter, et même s'il va y avoir encore des morts, et ce sont toujours des innocents qui payent dans ce genre de situation, il n'empêche que les Amazirs de Libye ou les autres peuples ou les autres identités de Libye vont enfin accéder à la liberté. Je souhaite personnellement que le Conseil national de transition, que la NAVAD a reconnu en tant qu'autorité légitime, en attendant qu'il y ait des élections dans ce pays, qu'il y ait reconstitution à travers une constituante et un pouvoir plus libre, qu'il y ait un respect des identités, qu'il y ait un respect de la volonté des peuples à l'intérieur même de la Libye, parce que la Libye, comme l'Algérie, comme l'ensemble des pays anciennement colonisés, sont constitués de plusieurs peuples, et ce serait bien que chacun accède enfin au droit d'existence. Ça, c'est le sujet de votre livre dont on reparlera tout à l'heure. C'est une bonne idée d'aller frapper Kadhafi aujourd'hui? C'est une très bonne idée. Dans la mesure où cet homme est là depuis 42 ans et il préparait sa succession. Son fils, d'ailleurs, a été le premier à faire un discours de menace contre son propre peuple. On ne comprenait pas comment se fait-il que Kadhafi soit le responsable et que ce soit son fils qui fasse le discours le lendemain.
pour menacer les gens. Donc il y avait une sorte de dynastie qui se préparait et la liberté était muselée. J'ai énormément d'amis qui ont été victimes des sévices et des pratiques de Kadhafi. L'un d'entre eux a été tué. Il s'agit de Saïd Mahroub, Saïd Ifouine. Aujourd'hui, avec le recul, je lui rends hommage. Je sais qu'il a été le chêne qui a défié le temps. Et même s'il est mort, Kadhafi est en train de mourir pour de bon. Et sa mémoire à mon ami Saïd Mahroub restera éternelle. Parce que c'est celui de la résistance. Aujourd'hui, ça va être plus facile pour vous d'aller en Tunisie ? Je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui une autorité en Tunisie. La Tunisie est encore très instable. Il n'y a pas de police, il n'y a pas de gendarmes, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas d'autorité. C'est plutôt l'anarchie. J'espère à mes frères tunisiens de la liberté et du bonheur. Ils vont retrouver la démocratie. Je crois qu'ils ont pris une sage décision d'aller vers une constituante et, comme l'Égypte par ailleurs, ce serait bien de bâtir enfin des États sur la volonté générale plutôt que sur la volonté des dictateurs. Mais vous aviez été refoulé de Tunisie. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que vous seriez refoulé de Tunisie de la même façon ? Je ne pense pas. Je n'ai pas fait l'expérience, on m'a convié à y aller et j'ai découvert qu'il y avait un piège derrière et que c'était mon assassinat qui était préparé, donc je n'ai pas été. Ferhat Mehni, dans quelques jours, les 1er et 2 avril prochains, le MAK, le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, organise la Convention nationale kabyle. Une convention que vous voulez être un nouveau départ pour la Kabylie, depuis qu'elle a perdu sa souveraineté en 1857. Alors on va parler des enjeux de cette convention, mais qui est le général Schneider ? C'était un peu d'histoire va faire du bien à tout le monde. Oui, le général Schneider était ministre de la guerre et des colonies en 1839. Et c'était lui qui avait signé le décret disant que les possessions de la France dans un territoire donné, que l'on définit aujourd'hui comme étant l'Algérie, s'appelait désormais non pas les possessions françaises, non pas les possessions turques, mais l'Algérie. Et donc l'acte de création coloniale de l'Algérie était signé par le général Schneider. Dont la Kabylie ne faisait pas encore partie. La Kabylie ne faisait pas partie puisqu'elle n'a été annexée qu'après la défaite de 1857. Donc nous avons des cartes géographiques de l'époque coloniale, de cette époque-là, où il y avait bien un tracé selon lequel, à travers lequel on a écrit la Kabylie indépendante. Alors cette première convention nationale kabyle, une convention que vous voulez ouverte, c'est-à-dire c'est-à-dire que nous n'avons pas besoin d'être du MAK, nous n'avons pas besoin de renoncer à son identité politique, qu'on soit du FFS ou du RCD ou d'une autre tendance, pour y participer. L'essentiel est de partager cette conviction qu'il faille nous tendre la main par-delà nos divergences politiques pour sauver la Kabylie et lui donner une existence politique. Alors vous aviez déjà tendu la main à tous ceux qui voulaient rejoindre un front d'union kabyle, notamment au FFS, au RCD et à tous ceux qui voulaient vous rejoindre. Comment est-ce que cette demande, cette proposition avait-elle été accueillie ? Très bien par la base militante. Les états-majors sont plutôt dans des réflexes classiques, dans la mesure où il y a des précarés de pouvoir, d'enjeux de leadership qui font que les réponses sont plutôt tues. Bon, alors qu'est-ce qui va se passer au cours de cette convention ? Il va se passer que des penseurs libres, des Kabyles qui sont attachés à l'existence de cette Kabylie feront des recommandations, exposeront leur point de vue et il y aura à travers cela une synthèse qui sera tirée et qui j'espère profitera à l'ensemble. Par ailleurs,
Il peut y avoir d'autres journées de réflexion. Ce n'est pas une fin en soi. La convention, les journées de la convention kabyle que nous faisons, elles sont importantes, mais les portes du MAC, les portes de la NAVAD, les portes du dialogue pour l'avenir de la Kabylie restent ouvertes pour tout le monde. Alors, est-ce que vous allez annoncer l'organisation d'un référendum pour l'autonomie de la Kabylie ? Nous allons annoncer la nécessité d'un référendum. Je laisse là au MAC de le faire à travers ses actions et à travers ses structures. L'organisation d'un référendum se fera le jour où les conditions s'y prêteront, que le pouvoir algérien en soit d'accord ou non. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que dès lors qu'un rapport de force est créé, il est évident que la Kabylie votera pour son avenir. Pour le moment, il est privé d'existence. J'ai lu par ailleurs des gens, des points de vue tout à fait respectables et de personnalités que j'apprécie personnellement, même si nous ne partageons pas l'essentiel, qui parlent du fait que les instances ou les institutions qui sont mises en place sans la volonté du peuple kabyle sont nulles pour le moment. Ils oublient juste une seule chose. Le peuple kabyle n'a pas d'existence légale aujourd'hui. La Kabylie n'a pas d'existence légale. Comment peut-elle se donner des instances ou des institutions si ce n'est par le volontarisme et la volonté de femmes et d'hommes déterminés à lui donner cette existence? Nous avons la légitimité de notre volonté à faire exister la Kabylie. Mais quel est le sens de votre démarche finalement? C'est le sens de pérenniser et de faire émerger la nation kabyle, le peuple kabyle, des ornières dans lesquelles ils ont été tenus jusqu'ici. Quand on prend le gouvernement provisoire de la Kabylie, quelle est votre action réelle aujourd'hui? L'action réelle est une action dont nous avons parlé jusqu'à présent, c'est-à-dire de donner une identité à chaque Kabyle, de donner une existence internationale, et nous travaillons, il y a une diplomatie au plan international pour notre reconnaissance en tant que nation, pour crédibiliser l'existence de la Kabylie, et en même temps pour aussi faire justice à la Kabylie. Faire en sorte que justice lui soit rendue à travers les instances internationales, notamment pour l'ensemble des victimes du pouvoir algérien en Kabylie. Alors c'est une question qui intéresse beaucoup de gens, mais de quoi vit le gouvernement provisoire kabyle aujourd'hui? Quel est son budget de fonctionnement? Il n'a pas de budget. Le gouvernement provisoire kabyle vit de dons de personnes qui tiennent absolument à garder l'anonymat. Nous appelons d'ailleurs chacun à être solidaire du gouvernement. Il y a un compte PayPal, il y a un compte bancaire que tout le monde peut alimenter, et nous encourageons chacun à le faire, que ce soit dans l'anonymat ou à titre officiel. Alors dans quelques jours également, nous commémorons le 10e anniversaire du Printemps Noir. Comment est-ce que vous allez commémorer cet anniversaire? Je voudrais ajouter peut-être quelque chose sur cette affaire, autant de légitimité qu'autre chose. Je pense que ceux qui nous portent la contradiction sur le thème de la légitimité devraient d'abord le faire pour le gouvernement algérien. C'est le plus illégitime avant nous. Et une fois que nous aurons... Ceux qui portent la question de la légitimité veulent savoir qui vous représentez. Est-ce que votre gouvernement est représentatif? Et de quoi est-ce qu'il est représentatif en fait? Nous renvoyons la balle. Le gouvernement algérien représente qui? Il est représentatif de quoi? Donc, répondre à une question par une autre question, c'est une façon de se défausser. Non, on ne se défausse. Non, on pose la vraie question. C'est parce qu'il y a un déni de droit, il y a un déni d'existence qui est fait au peuple kabyle et à la nation kabyle, à la Kabylie, qu'elle a le droit de se doter et de se donner un gouvernement comme le nôtre. Mais la question c'est, Ferhat Menik, qui représentez-vous aujourd'hui? Je représente... Qui sont les Kabyles que vous représentez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes représentatif de l'ensemble des Kabyles?
Connaissez-vous un gouvernement qui représente l'ensemble de son pays? Il n'y en a pas. Il y a toujours une majorité et une minorité. Mais nous représentons tous ceux qui se reconnaissent dans la volonté que nous avons de donner à la Kabylie une existence. Vous comprenez ceux qui vous posent la question aujourd'hui? Ceux qui ne veulent pas se reconnaître dans notre action sont tout à fait libres et nous respectons leur point de vue. Vous êtes avec nous, puisque nous sommes en direct ce soir, Ferhat Mehni. On va marquer une courte pause. On parlera tout à l'heure du 10e anniversaire du Printemps Noir. On parlera également des événements qui se passent aujourd'hui en Algérie. Vous restez avec nous. Avec Aigle Azur, seuls les prix ne décollent pas. Jusqu'au 28 mars, l'aller-retour pour l'Algérie est à partir de 159 € TTC. Compagnie aérienne Aigle Azur, rapprochez les cultures. زهزر ده شو مني غاك هو عادي لا شو اخويا فقرات بمن كاتبومن ولا كنا جينا شو تمشي اخويا عادي ده الخرق من ناد اللوبيا اللوبيا تنصف الصحراء من اللوبيا قد من نام تملوبيا نم اخويا عادي لوبيا ديليا لوبيا احمد تم قدر ما جيت صحراء تيدت لويا ديليا فتعدا الفناس تايني زادن يرنات بويس سهلا السفر ديليا يتمنيتني دومدان ذي الامكان وذي اللوان ديليا لا كاليتي لو غو سي بور فو. مساء الخير. مساء الخير. سامي فرين المقام. مساء الخير كان مدام. أخاف الأول. أخير. زيكي ماما صعب الفرين المقام. وسعنا الفرين المقام ما توحرش. تحويش على الفايدة بيقراو المقام فينالمون يدو كبرة. مساء. تبدا الدومار. هالو الحسين. اش سكن الفرينه المقام اليوم؟ الفرينه المقام الغاشي لي كوميرسون حاله ذي تدوموندي ارزن دقري والغاشي وتقلي قارا الفرينه المقام اكن توضى المداخل هيا صح ميرسي. الفرينه المقام ما تخص ذيك خام او التما السوق ناقيم. Le secret de la réussite chez LBC. الساقي تارتينو الجهد ثلاثة يفرماجن ذكيون سمازدام قودايا كل شيدار يهكايون الخلطة يسدهاشن يلان ذكس أزل أمقران كالسيوم ماكس تارتينو يتساكي قردان زيادة الجهد بالصحة وذا ماركانتيس الفيتامين دي الخلطة ثلاثة يفرماجن ذكيون تارتينو أذي ضمن إمرة مدن سلعماري مخلفن إغساني جاهدن يصحان تارتينو يفيسوي عيني سفراحن الفنة تجديد في زط إتواض منن. Ferhat Mehni est notre invité ce soir, chanteur. Vous avez tourné définitivement la page de la chanson, Ferhat? Par respect à la fonction que j'occupe aujourd'hui, je me dois de ne pas revenir à la chanson de sitôt. Est-ce que vous le regrettez parfois? Ça me manque. C'est-à-dire qu'un jour vous rechanterez peut-être sur scène? Quand je retrouverai ma liberté et la fin de l'obligation de réserve qui est la mienne, oui. Peut-être pas sur scène, mais disons dans la production, sûrement. Vous êtes aujourd'hui le président du gouvernement provisoire de la Kabylie. On dit que vous avez été approché par le pouvoir algérien au moment de la création du GPK. Est-ce que c'est vrai? Je n'en ai pas connaissance personnellement. Non, vous n'avez pas été approché? Non. Pas d'émissaire? Ok. Dans quelques jours, nous commémorons le 10e anniversaire du Printemps Noir. Est-ce que sans les événements du Printemps Noir, vous auriez demandé l'autonomie régionale de la Kabylie? Sincèrement, non. S'il n'y avait pas eu de sang versé, je n'aurais pas été sensibilisé à ce point, affecté à ce point de demander une autonomie régionale. Peut-être que c'était dans le cours de l'histoire qu'à un moment ou à un autre, la Kabylie puisse émerger, mais en tous les cas, ces événements ont été déclencheurs de l'idée et du concept lui-même. Et qu'à ce titre, je dis toujours parce qu'il y en avait en même temps des acteurs sur le terrain qui étaient l'Arrache à l'époque, et nombre d'entre eux nous ont demandé pourquoi se fait-il que ce soit à ce moment-là vraiment que nous ayons demandé une autonomie. D'abord, nous l'avions demandé avant la constitution de l'Arrache.
Et la conférence de presse que nous avons tenue pour revendiquer l'autonomie de la Kabylie s'est faite le 5 juin, alors que la plateforme de l'Aqsar n'a été faite que le 11 juin. Donc nous sommes un peu antérieurs à la chose. Et je réponds toujours qu'on ne sort de parapluie que quand il pleut. On ne pense au parapluie que quand il pleut. Donc il a fallu d'abord qu'il y ait un déluge de feu sur la Kabylie pour pouvoir penser à une solution. Un irréparable venait d'être commis par le gouvernement algérien, le pouvoir algérien, et il était hors de question que ça doive se répéter. Et par conséquent, il fallait avoir une autonomie de la Kabylie, ne serait-ce que pour la protection de nos enfants contre les balles assassines du régime algérien. Alors comment est-ce que vous allez commémorer ce 10e anniversaire ? D'abord, tout ce que nous faisons actuellement, depuis un certain temps, participe de cette commémoration, des marches, les conférences, les meetings. Deuxièmement, symboliquement, nous déposons plainte auprès des instances internationales pour rendre justice aux victimes du printemps noir. Troisièmement, quand est-ce que vous allez déposer plainte ? Avant le 20 avril. Il y a symboliquement un dépôt auprès de l'AE, auprès des instances internationales, comme le Conseil de sécurité, comme la commission, le comité des droits de l'homme de l'ONU, la commission des droits de l'homme de l'ONU et un certain nombre d'autres instances. Et quand vous dites nous, c'est-à-dire c'est le MAC, c'est le gouvernement provisoire kabyle, c'est la NAVAD qui le fait. Voilà. Et bien entendu, nous avons à travers l'ensemble des pays où nous avons des structures, des rassemblements qui se feront, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe, et il y aura en Kabylie bien sûr les grandes marches du 20 avril auxquelles je convie tout le monde, et il faut absolument que chacun dise que la Kabylie a le droit d'exister. Nous avons un problème existentiel aujourd'hui. Il faut que la Kabylie existe. Contrairement à ceux qui interdisent pendant des marches des drapeaux kabyles, nous demandons à ce qu'il n'y ait que ce drapeau ce jour-là. D'accord, mais comment faire exister la Kabylie alors ? C'est tout ce que nous sommes en train de faire. C'est à travers l'action des gouvernements et à travers le dépôt de plainte auprès des instances internationales et à travers les marches revendiquant cette existence et éventuellement un référendum qui officialisera définitivement. Avec qui est-ce que vous parlez aujourd'hui, Ferhat Mehni ? Où en êtes-vous des relations avec votre ami de 40 ans, Saïd Saadi par exemple ? Vous parlez encore avec lui ? Je n'ai strictement aucun problème personnel. Non mais est-ce que vous parlez encore avec lui ? L'occasion ne nous a pas été offerte pour parler. Depuis combien de temps ? Depuis que j'ai quitté le RCD. Il est temps. Ça fait longtemps, oui. Ça fait depuis 1995, nous n'avons plus parlé, pratiquement. Il vous arrive de parler avec Aït Ahmed par exemple ? Il est plus accessible. C'est vrai qu'il est plus accessible. Mais disons que depuis que nous avons proclamé un gouvernement, l'un et l'autre ont pris leur distance. Pour Aït Ahmed, je le comprends parfaitement. Il est d'une autre génération, il est d'un autre combat. Et j'ai le plus grand respect pour cela. Pour Saïd Saadi, c'est un peu plus incompréhensible parce qu'il pense qu'il peut s'insérer dans le jeu démocratique algérien dans lequel la Kabylie pourrait trouver son existence. Il se trouve que, malheureusement, l'ensemble de nos expériences ont été négatives. Aujourd'hui encore, hier, il y a eu une marche à Tizi Ouzou, et je ne comprends pas pourquoi on se cache derrière la CNCD, une structure qui n'existe plus, puisque tout... Enfin, elle est bicéphale maintenant. Tricéphale même. Il y a les syndicats à part, les politiques à part, et maintenant les droits de l'homme à part, ce qui fait que personne n'a normalement le droit de se réclamer d'une telle dénomination dès lors que le contrat de base est cassé. Il y avait du monde à Tizi Ouzou hier ? Je crois qu'il y en avait entre 800 et 1500 personnes, sans aucun problème. Mais le plus grave, c'est que
pendant la marche, les responsables du RCD, pour ne pas les nommer, ont agressé un simple citoyen qui a levé le drapeau berbère pendant la marche. C'est-à-dire que voilà un mouvement qui a été à Alger pour demander au gouvernement algérien, pour dire au gouvernement algérien dégage, et qui a été dégagé d'Alger pour se replier sur son seul territoire valable, le territoire des Kabyles. Tout le monde lui a dit va dans ta Kabylie, et effectivement ils sont venus en Kabylie dans laquelle nous leur disons bienvenue. Mais il est hors de question qu'on vienne en Kabylie tuer même des revendications kabyles, parce que quand on est en Kabylie, le premier des droits et le premier des devoirs, c'est de lever fièrement le drapeau de la Kabylie. Quiconque est contre le drapeau de la Kabylie est contre soi-même d'abord, contre sa propre existence. Il me semble qu'il y a moralement un acte très grave qui a été commis au travers de cette interdiction du drapeau, un seul drapeau berbère dans la marche, et je trouve que c'est une dérive énorme. Est-ce qu'on sait d'où elle vient l'interdiction ? Pardon ? D'où elle vient cette interdiction ? Je pense que ça vient de la direction d'un mouvement qui souhaiterait montrer patte blanche à l'Algérie ou croire qu'on va jouer sur cela. Nous sommes nationalistes, ce n'est pas comme d'autres qui revendiquent l'autonomie de la Kabylie. Nous sommes d'abord algérianistes. Or, il faut savoir, si l'Algérie doit exister, c'est en tant que pluriel, c'est-à-dire avec un drapeau pluriel. Sinon, il n'y aura pas d'Algérie. Donc, pour tous ceux qui se comportent en irresponsables, en interdisant quelque chose qui est de leur propre chair, il faut qu'ils prennent conscience de la gravité de leur acte. Alors aujourd'hui, avec qui vous souhaiteriez parler, Ferhat Meni ? Avec tout le monde. Donc vous affichez depuis quelques mois une volonté d'ouverture. Nous sommes ouverts et nous voudrions que le FFS et le RCD, ainsi que le mouvement associatif, nous nous mettions à la table des consultations pour régler les différends. Il n'y a pas d'enjeu de pouvoir entre nous. Il y a d'abord le devoir de faire de la place à la Kabylie. Il faut que chacun sache, que ce soit le FFS ou le RCD, ils ne sont admis dans les sphères de décision, quand ils aspirent à être là, qu'en tant que Kabyles, c'est-à-dire c'est leur identité kabyle qui leur donne le droit d'exister et d'être approchés par le pouvoir, d'être cooptés par le pouvoir. Si un jour ils renient cette kabilité, ils ne représentent plus rien, y compris vis-à-vis de ceux qui les cooptent. Et donc, ils sont abandonnés. Arrêtons de nous voiler la face. Nous n'allons pas jouer à la tromperie avec les autres Algériens. Si aujourd'hui nous devons défendre notre honneur, c'est de dire que nous sommes Kabyles avant tout. On doit nous accepter en tant que Kabyles dans notre propre pays. Sinon, d'autres générations et d'autres temps viendront pour, malheureusement, tout casser par rapport à ce qui existe pour ne plus subir le déni. Alors qu'est-ce qui fait que vous soyez d'une certaine façon diabolisé, marginalisé ? Je pense qu'il n'y a que des enjeux de pouvoir derrière. Est-ce que vous êtes un peu responsable ? Est-ce que vous reconnaissez une part de responsabilité dans cette diabolisation ? En aucune façon. D'abord, je suis un homme de culture. Et 95% des hommes de culture sont des humanistes. Nous divergeons sur la perception de l'existence du peuple kabyle. Revendiquer un droit d'existence au peuple kabyle est ce qu'il y a de plus honorable. Ce n'est pas une volonté de diviser les Algériens sont déjà divisés. On sait que même au sommet de l'État, c'est d'abord en tant que clan de l'Est, clan de l'Ouest, que les enjeux se font et que le centre joue le rôle de balancier quand il penche vers l'Ouest.
c'est le clan de l'Ouest qui gouverne. Quand il penche du côté de l'Est, c'est l'Est qui gouverne. Il est temps que la Kabylie, en tant que centre, se constitue et ait une existence officielle pour peser sur l'échiquier et l'avenir. Et donc ne plus subir des lois, que ce soit sur le plan de la laïcité, notre laïcité qui nous a bafoué, qui est bafouée, que ce soit sur le plan de notre langue ou de notre identité. Alors expliquez-nous ce soir en quoi votre démarche est une démarche qui rassemble et non pas, comme on l'entend souvent, une démarche qui divise. La division est dans les faits. L'Algérie n'est pas une nation. L'Algérie est une mosaïque de nations. On le voit à travers les votes, on le voit à travers les réflexes comportementaux de chacun des Algériens. On a une identité locale. Depuis l'indépendance de l'Algérie, tant qu'il y avait la France coalisée, a réalisé une alliance des indigènes contre le colonialisme. Depuis l'indépendance, il y a eu émergence des contradictions internes à nous, chacun avec son identité. La prise en cause, en considération de ces différences et des intérêts qui y sont liés est la meilleure façon de sceller une union nationale ou une unité nationale, de réaliser une unité nationale. Tant qu'on est sur le déni, nous sommes tous des Algériens, mais en même temps, on a une langue nationale et officielle, on a une identité officielle, on a une religion officielle. Nous faisons dans le déni et c'est comme une marmite à laquelle on met un couvercle, c'est une cocotte qui va exploser à un moment ou à un autre. Au contraire, c'est parce que j'aime mon pays que je souhaiterais que les identités soient reconnues. Parce que le nationalisme d'hier a régressé vers des identités locales. La Kabylie en est une. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut comment est-ce que ça s'applique? Ça doit s'appliquer par des autonomies régionales ou par un fédéralisme. Que chacun ait une existence officielle. Et ensuite, l'Algérie, s'il doit se reconstruira sur la base des intérêts des peuples qui la composent, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul. Alors sur quel principe cette autonomie régionale? Il y a un principe territorial qui est corroboré par une identité culturelle et linguistique. La Kabylie. Et ensuite? Ensuite, il y a les Aurès, ensuite il y a les Touaregs, ensuite il y a les Mozabites, l'Oranil, le Constantinois, et un peu tout ce bon monde qui a le droit d'existence. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de retourner en Algérie, Ferhat Meni? C'est plutôt l'insécurité et la confusion qui sont en place, peut-être même cette diabolisation dont vous avez parlé et qui a été orchestrée artificiellement par le pouvoir algérien. Nous ne pouvons pas affronter des idées, on préfère diaboliser celui qui les incarne. Donc je suis victime un peu de ces manœuvres et je rentrerai quand je sentirai que les conditions s'y prêteraient. Donc je le ferai, bien sûr. Peut-être même ce 20 avril. Peut-être que je serai le 20 avril parmi les marcheurs de Kabylie. Quand est-ce que vous prendrez votre décision? Est-ce qu'elle est déjà prise? Presque, oui. J'attends que je la rendrai publique en temps opportun, en tout cas. Quel regard vous portez sur ce qui se passe en Algérie depuis 2 mois, depuis le début de l'année, sur ces marches hebdomadaires, la levée de l'état d'urgence? La levée de l'état d'urgence a montré au moins une seule chose, c'est qu'il y a une escroquerie politique nationale qui s'est révélée. Il y a eu levée d'état de siège, ni le degré d'insécurité, ni le degré de gravité de la situation n'ont évolué. Et on a levé l'état de siège sans que cela provoque outre mesure de dégâts
dans le pays. Cela voudrait dire qu'il y a eu une manipulation grotesque depuis 1996-97, depuis l'accord qu'il y a eu entre le pouvoir algérien et l'armée islamique du salut. Il y a eu escroquerie politique et de toutes les façons, on en a profité pour envoyer et le terrorisme et les troupes militaires en Kabylie. Nous ne comprenons pas pourquoi la Kabylie, qui était complètement épargnée par le terrorisme dans les années 90, devienne soudainement le lieu où il n'y a le seul lieu où il y a des terroristes. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous en 96 ? Qu'est-ce qui a changé ? Il y a eu pacte entre le régime algérien et les islamistes pour faire de la Kabylie le terrain de confrontation complaisant. C'est-à-dire, officiellement, il y a le terrorisme et on lutte, et officiellement, le pouvoir algérien lutte contre lui. Mais en réalité, les troupes dépêchées en Kabylie sont là pour contrôler les Kabyles et éventuellement se préparer à une insurrection de leur part. Voilà ce qu'on redoute au mieux, au plus haut point, et ce comptait dans toutes les manœuvres qui ont été celles du pouvoir jusqu'à présent. Quand vous parlez de pacte, c'est un pacte entre qui et qui ? Entre les islamistes, les terroristes islamistes et la direction islamiste, probablement dans laquelle serait impliqué l'Iran et éventuellement l'Arabie Saoudite, je n'en sais rien, mais en tous les cas l'Iran, sûrement, pour faire de la Kabylie un martyr et faire en sorte qu'on décourage toute velléité d'existence de la Kabylie, d'émergence de la Kabylie. Qu'est-ce qui vous fait avancer ça, Ferhat Meni ? Tout simplement parce que, y compris les repentis, ceux qu'on appelle les repentis à travers les politiques qui ont été menées par le régime algérien, leurs habitations, on les envoie en Kabylie pour habiter et pour convertir. On voit que pour toutes les mosquées de Kabylie, on envoie des repentis et des islamistes, des salafistes, pour convertir les villages kabyles. On le voit à travers le fait que ces islamistes aussi terroristes, qui sont des étrangers en Kabylie et qui s'y promènent comme ils le veulent, et comment se fait-il qu'ils se retrouvent là et ne déclenchent pas d'opération ailleurs ? Donc c'est le fruit de votre réflexion qui vous fait penser. Nous avons aussi des informations qui nous viennent d'anciens appelés ou de déserteurs et qui nous donnent des informations malheureusement accablantes pour le régime algérien sur lesquelles il y a lieu de revenir plus tard. Vous parliez il y a quelque temps de sécuriser la Kabylie. Où est-ce que vous en êtes de cette approche ? Nous sommes toujours à la sensibilisation des Kabyles à se sécuriser eux-mêmes. Il faut absolument que... nous avons vu les GLD qui ont été remerciés et qui aujourd'hui essaient d'obtenir leurs droits. Nous, en tant que gouvernement kabyle, nous leur demandons de rester à titre bénévole en poste pour protéger la Kabylie. Nous avons besoin de leur protection, aussi bien contre le terrorisme que contre toute exaction de la part du régime algérien. Alors vous avez publié il y a quelques mois ce livre, Le siècle identitaire, la fin des États postcoloniaux. La Kabylie sert de fil rouge à votre livre qui pose la question fédérale. Et vous dites que finalement la situation de la Kabylie n'est pas une exception. À quel autre endroit du monde la situation de la Kabylie vous fait-elle penser ? Vous savez ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, en Somalie, au Congo, dans tout, en Afghanistan, au Cachemire, en Irak, tous ces cas-là sont exactement les mêmes. Il y a déni d'existence parce que la colonisation a eu la mission de mondialiser, ce que personne n'avait révélé jusque-là. C'est le premier acte. C'était ça, c'était le premier acte de la mondialisation. Mais vous distinguez trois périodes en gros. Voilà. Et ensuite, pour avoir une meilleure gestion de ce monde, on a créé des États. On a confié toutes ces aires géographiques
intégrés dans le système marchand européen, on les a transformés en États pour lesquels on a créé l'ONU qui a servi d'aérodrome. Mais ce sont ces États-là qui ont été malfagotés parce qu'ils ont été faits pour contrôler les populations, donc leur nature les destine à être répressifs et non pas à servir la liberté ou la démocratie. Et quand il y a eu les indépendances, ce sont ces États-là qu'on a juste continué. On a changé les élites, les équipes qui étaient européennes par des équipes qui sont indigènes, autochtones, mais pour le reste, les mêmes pratiques et les mêmes objectifs étaient assignés. Deuxièmement, la manière dont les frontières ont été tracées était scandaleuse. On a pris des règles et on a dit que ce pays, cette région géographique s'appelle comme ça, et ainsi de suite. Le Congo n'existait pas avant. Il ne s'appelait pas Congo. C'est la colonisation qu'elle a appelée ainsi. Comme l'Algérie d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure avec le général Schneider. Donc la colonisation a mal créé les États. Probablement que c'était une étape nécessaire pour la mondialisation, la stabilité du monde. Ensuite, une fois les indépendances conclues, il y avait la guerre froide qui avait maintenu les dictatures en place. Depuis la chute du mur de Berlin, le monde s'est réveillé et tous les peuples opprimés crient au droit à l'existence. Est-ce qu'aujourd'hui c'est la vraie décolonisation qui commence ? Je pense qu'aujourd'hui la décolonisation a commencé et elle atteindra nécessairement l'Algérie et donc donnera droit à la Kabylie d'exister par elle-même et pour elle-même. Qu'est-ce que vous imaginez comme avenir prochain pour l'Algérie ? Est-ce que le temps est le temps du changement ? Est-ce qu'il est arrivé ? Je me méfie du prurite qui se généralise. Si la Tunisie, la Libye et l'Égypte ont eu des régimes qui sont tombés, disons que c'était les plus stables jusque-là. Pour l'Algérie, il y a eu beaucoup de révoltes au préalable qui ont constitué des soupapes de sécurité et qui ont entretenu en quelque sorte le régime en place. Il faut dire aussi que les cycles et les calendriers, les agendas des peuples sont différenciés. Ce n'est pas parce que ça se passe en Égypte, en Libye et en Tunisie que ça doit nécessairement se passer en Algérie. Pour autant, le tour de l'Algérie, pour autant, le tour de l'Algérie viendra. C'est une question de temps. Peut-être 2 mois, peut-être 3 mois, peut-être 1 an, peut-être 2 ans. Mais en tous les cas, le régime est condamné. L'Algérie subira l'évolution qu'ont subi d'autres peuples et l'Algérie ira vers la liberté de ces peuples. Et donc, probablement, une constituante pour chaque peuple qui existe au sein de l'Algérie. C'est-à-dire des constituantes qui plus tard probablement donneront la latitude de se fédérer pour reconstruire un ensemble un peu plus harmonieux sur l'Afrique du Nord, pas seulement en Algérie. Et comme aujourd'hui, par exemple, nous voyons des fois avec espoir que les frontières entre l'Algérie et le Maroc soient un peu plus ouvertes, entre la Tunisie, entre la Libye, entre tous les pays de cet ensemble, constituer un ensemble dans lequel chacun a le droit à l'existence en tant que tel et il a le droit de chapitre et voix pour s'exprimer, défendre ses droits. Le roi du Maroc a annoncé il y a quelques jours une série de réformes. Est-ce que ça bouge plus vite au Maroc qu'en Algérie aujourd'hui ? Le Maroc, longtemps en Algérie, avec Boumedienne, nous avions vécu sur le modèle que la République est supérieure à la monarchie. Nous avions un modèle révolutionnaire dans les années 70 qui faisait que les monarchies sont un reliquat, un résidu de l'histoire qui est appelé à être balayé. Il se trouve que dans les pays à identité multiple,
comme en France, au temps de la royauté, on appelait ça la monarchie. La monarchie, c'était l'anarchie plus un, quelqu'un qui ordonnait tout. Et il se trouve que le Maroc est plus armé aujourd'hui à faire face à ces différences identitaires que n'en a l'Algérie. Deuxièmement, le Maroc a eu cette attitude, cette tradition de tirer toujours les enseignements de ce qui se passe en Algérie ou ailleurs pour anticiper le changement chez lui. Donc là aussi, il faut tirer chapeau aux responsables marocains qui ont très vite pris le train du changement en annonçant une révision constitutionnelle qui va dans le sens des aspirations des peuples du Maroc. Alors Ferhat Meni, je rappelle que vous organisez donc les 1er et 2 avril prochains la Convention nationale kabyle. Je rappelle également que vous publiez Le siècle identitaire, la fin des États postcoloniaux et que vous avez publié également Algérie, la question kabyle et que ces 2 livres, eh bien, vous les signerez la semaine prochaine au Salon du Livre Berbère puisque vous serez avec nous. Samedi prochain, je serai à Berbère TV pour dédicacer ces livres, samedi prochain en après-midi. Voilà, pour l'occasion de ce salon du livre berbère auquel on vous donne d'abord tous rendez-vous, puisqu'il y aura de nombreux auteurs qui seront là. Vous pourrez les rencontrer et vous pourrez leur parler. Et vous pourrez également faire dédicacer vos livres. Et nous ne pouvons que féliciter Berbère TV pour cette initiative. Bien, vous serez en Algérie le 20 avril ou pas alors? Maintenant que l'émission est terminée, vous pouvez nous le dire. Probablement. Bien. Et vous serez avec nous donc le week-end prochain à l'occasion de ce salon du livre. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous aussi. Merci à vous tous de nous avoir suivis ce soir. Cette émission, vous la revoyez comme vous le souhaitez sur le site du journal El Watan. Merci à tous et très bonne soirée.